Bonjour. Je vous invite à la suite du chapitre 1 que nous avons consacré au calcul et analyse des coûts préétablis. Dans le cadre de la première section, nous avons vu comment s'établissent les coûts à l'avance, c'est-à-dire comment on établit les coûts prévisionnels ou bien les coûts standards ou tout simplement les coûts préétablis. Cette analyse, cette démarche d'établissement du coût standard, nous l'avons vu à la fois au niveau des charges directes et au niveau des charges indirectes. Alors, le travail de l'élaboration du coût préétabli est sanctionné par l'élaboration de ce qu'on appelle la fiche de coût unitaire standard, qui donne les éléments de coût pour la production, bien la fabrication d'une unité du produit. Et c'est sur la base de cette fiche de coût standard que les budgets par la suite sont élaborés. Alors nous avons maintenant les données prévisionnelles liées à une activité, à une production. À la fin de la période, nous aurons les données réelles, et c'est à partir de cette confrontation entre ce qui est réalisé et ce qui devrait être réalisé, c'est-à-dire les coûts préétablis, que le contrôle commence à prendre de la forme. Alors, la deuxième section de ce chapitre sera consacrée à l'analyse et au contrôle des coûts préétablis à travers le calcul des écarts. Alors, comme nous l'avons vu au niveau de l'élaboration des coûts préétablis, l'analyse des écarts se fait élément par élément, c'est-à-dire au niveau tout d'abord des charges directes, et au niveau des charges directes, élément par élément, de charges directes, c'est-à-dire la matière première et la main-d'œuvre, et puis par la suite, l'analyse des écarts se fera au niveau des charges indirectes, c'est-à-dire au niveau de chaque centre, et là encore, centre d'analyse par centre d'analyse. Quel est l'intérêt du contrôle des coûts préétablis? Alors, nous avons dit que le contrôle de gestion se base sur l'hypothèse de la décentralisation et de la responsabilisation. Et donc, nous avons confié un certain nombre d'objectifs aux responsables des centres, et ces responsables sont tenus de rendre compte à la direction générale sur ce qu'ils ont réalisé, et la confrontation des données réelles aux données prévisionnelles permet de savoir dans quelle mesure les responsables des centres ont bien respecté les normes qui lui ont été confiées ou bien les objectifs qu'on leur avait assignés. Et donc le contrôle du coût préétabli vise à mettre en évidence les écarts. Les écarts, c'est les différences, les divergences entre la production réelle et la production prévue. C'est-à-dire les consommations liées à la production réelle et les consommations qu'on avait liées à la production prévue. L'écart sur coût, il est défini généralement comme étant la différence entre le coût réel de la période et le coût préétabli. Le coût réel, on peut l'appeler le coût constaté, et le coût préétabli, c'est un coût calculé à l'avance. Eh bien, c'est un coût standard, c'est un coût préétabli, etc. L'écart sur coût de production sera donc analysé élément de coût par élément de coût, c'est-à-dire il sera analysé pas au niveau des matières premières, au niveau de la main-d'œuvre et au niveau des charges indirectes, parce que le contrôle doit être ciblé. Et donc, on contrôle les consommations liées à la production, élément par élément. Nous allons voir tout d'abord comment se fait le calcul des écarts au niveau des charges directes, et nous le verrons par la suite au niveau des charges indirectes. Avant de préciser la manière dont on calculera les écarts, il convient de rappeler un certain nombre de conventions préconisées par le plan comptable général. En effet, le Conseil national français de la comptabilité avait, lors de l'élaboration du plan comptable de 1982, préconisé un certain nombre de principes qu'il faut respecter lors du calcul des écarts. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour mettre les bases d'un vrai contrôle, eh bien, il faut respecter un certain nombre de normes pour que le contrôle ait un sens, pour que les écarts qui seront calculés par la suite soient des écarts qui traduisent soit une amélioration de la performance, soit une détérioration de la performance, parce que au niveau du contrôle, on cherche à savoir dans quelle mesure
l'objectif a été réalisé et on cherche à savoir, à évaluer plutôt la performance de chacun des responsables. Alors le plan comptable général de 1982 nous soumet un certain nombre de conventions à respecter lors du calcul des écarts et ne pas respecter ces conventions risque d'éloigner, je dirais, le calcul des écarts ou bien le contrôle de sa mission qui lui a été assignée. La première convention, c'est la convention de signe. Alors l'écart, c'est la différence. Un écart, par définition, c'est la différence entre deux paramètres. Un paramètre observé, c'est le coût réel, et un paramètre prévu, ou bien établi comme étant une norme de référence, c'est le coût préétabli. Et donc l'écart ici sera calculé dans le sens coût réel moins coût préétabli. Alors, ce sens est très important. Pourquoi? Parce que si on inverse l'ordre des paramètres en mettant écart est égal coût préétabli moins coût réel, tout simplement ce qui va changer, c'est le signe. C'est le signe, et donc par convention, tout comme au niveau de la comptabilité financière, le bilan, par convention, l'actif c'est à gauche et le passif c'est à droite. Le CPC, à droite c'est les produits et à gauche c'est les charges. Et donc par convention, nous allons retenir l'écart, c'est le coût réel moins le coût préétabli. Et faites attention, dans certains manuels, vous pouvez trouver la formule inversée. Écart est égal coût préétabli moins coût réel. La valeur absolue de l'écart ne change pas, c'est le signe qui va changer et il faut faire attention à l'interprétation. Est-ce que l'écart est favorable ou défavorable? Mais nous, si on respecte cette convention, c'est-à-dire si nous calculons les écarts dans le sens coût réel, bien coût constaté moins coût préétabli, eh bien on n'aura pas de difficulté à interpréter les écarts. Et donc un écart négatif ici signifie quoi? Que le coût réel est inférieur au coût préétabli, et donc c'est une économie de coût. Dans ce cas, l'écart est favorable. Et donc nous retenons déjà qu'un écart négatif, il est qualifié de favorable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce que nous avons supporté réellement, c'est-à-dire le coût réel, est inférieur à ce que nous avons prévu de consommer, le coût préétabli. Et donc pour l'entreprise, c'est une amélioration de la performance, c'est une économie de coût, et donc c'est un écart favorable. Mais faites attention, lorsque nous calculerons les écarts au niveau de recettes, au niveau des centres de profit, tels que par exemple l'écart sur chiffre d'affaires ou bien l'écart sur marge, le signe négatif signifie un écart défavorable parce que c'est une détérioration du chiffre d'affaires ou bien de la marge. Mais puisque nous sommes au niveau des coûts, nous retenons qu'un écart négatif signifie que le coût réel ne dépasse pas, bien il est dans les limites du coût préétabli, et bien c'est un écart favorable, il traduit une économie de coût. Inversement, un écart positif signifie que le coût réel est supérieur au coût préétabli, et dans ce cas, il y a un dépassement de coût par rapport à la normale. Il y a un dépassement de coût par rapport à la norme préétablie, et donc c'est un écart défavorable. Et dans ce cas, l'entreprise elle est appelée par la suite à mettre en place un certain nombre de mesures correctives pour maintenir le coût réel dans les limites du coût préétabli. Deuxième convention qu'il faudrait bien assimiler, eh bien, c'est la différence entre la production et l'activité. Alors, le calcul des écarts et leur analyse, surtout au niveau des centres d'analyse, nous nécessite de pouvoir distinguer entre la production et l'activité. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a la confusion entre la production et l'activité, surtout au niveau du calcul du rendement. Alors, le rendement, nous le verrons par la suite, il peut être calculé soit par le rapport activité sur production, et dans ce cas, c'est un rendement en termes d'activité, ou bien il est calculé par le rapport production sur activité, et dans ce cas, c'est un rendement en termes de production, et il est toujours possible de passer de l'expression du rendement en termes d'activité à l'expression en termes de production. Alors, c'est quoi la production? Comment reconnaître la production au niveau des données comptables? Alors, la production correspond à ce que fabrique l'entreprise pour la vente. La production correspond à ce que fabrique ou bien réalise l'entreprise pour la vente. Et la production est mesurée en unité du produit. Produit P1, produit P2, et la production il peut être mesurée soit en kilogrammes, soit en tonnes, soit en litres, soit en mètres, soit en unités, ça dépend. Et l'activité, il ne concerne pas toute l'entreprise dans son ensemble, mais il concerne chaque centre d'analyse.
l'activité concerne chaque centre d'analyse. Alors, il correspond à ce que fait le centre d'analyse, et chaque centre d'analyse, il a une activité particulière. Par exemple, au niveau du centre approvisionnement, alors l'activité est mesurée en unité d'œuvre. L'unité d'œuvre que l'on retient au niveau du centre approvisionnement, il peut être soit le kilogramme acheté, soit le nombre de composants achetés, soit un dirham d'achat, soit 100 dirhams d'achat. Si on fait l'unité ici de mesure de l'activité ne doit pas s'éloigner de ce que réalise le centre. Lorsqu'on passe du centre à un centre, du centre approvisionnement au centre atelier de fabrication, eh bien là l'unité d'œuvre peut être soit heure machine, soit composants traités ou bien consommés, soit heure de main d'œuvre directe, et ainsi de suite. Et donc l'activité ne concerne qu'un seul centre et il est mesuré en unité d'œuvre. L'unité d'œuvre peut être soit physique, et dans ce cas on parle d'unité d'œuvre tout court, comme kilogramme acheté, comme les heures de main d'œuvre, comme les heures machine, comme un dirham de vente, comme la pièce fabriquée, ainsi de suite, ou bien il peut être une unité d'œuvre monétaire, et dans ce cas on parle d'assiette de frais, c'est le cas de dirham d'achat, de dirham de vente, et ainsi de suite. Donc déjà, il ne faut pas confondre entre la production et l'activité. Je rappelle, l'activité, il ne concerne qu'un centre d'analyse et il est mesuré en unité d'œuvre, et la production concerne toute l'entreprise, et c'est une information qu'il va diffuser auprès des clients lorsqu'il facture les ventes. Au niveau de la désignation, au niveau de la facture, bien on précise l'unité de mesure de la production. Troisième convention, c'est la plus importante au niveau du calcul des écarts, eh bien c'est la production de référence. Alors lorsqu'on calcule un écart, eh bien on compare deux paramètres, deux entités, deux variables, deux coûts, et ainsi de suite. Alors là, pour que l'écart ait un sens, il faut que les comparaisons se fassent pour un même niveau de production. Et bien c'est ce qu'on appelle ici la production de référence. Alors là, nous avons deux moments différents, au niveau de l'élaboration des coûts préétablis et au niveau du calcul des coûts réels. Alors les coûts préétablis sont déterminés à l'avance, et donc ils sont déterminés pour une production normale. Une production normale qu'on a supposée comme étant ce que peut faire l'entreprise si tout va bien. Et généralement, la production normale correspond à la capacité maximale de production, ou bien à une capacité imposée par le marché lorsque le marché limite la capacité de production de l'entreprise par la capacité de vente. Par contre, les coûts réels correspondent à la production réelle, et la production réelle peut être différente. Donc généralement, la première des choses à remarquer avant de commencer à calculer les écarts, c'est de vérifier si la production réelle est elle-même la production prévue. Si la production réelle est elle-même la production prévue, eh bien, vous pouvez commencer tout de suite à calculer les écarts. Sinon, et c'est le cas le plus fréquent, généralement, la production réelle est différente de la production normale, et dans ce cas, il faudrait ajuster les prévisions en fonction de la production réelle, ce qui permet de calculer ce qu'on appelle le budget flexible. Alors, les écarts entre les consommations ne peuvent avoir de sens que s'ils résultent de la comparaison de coûts correspondant à des productions de même niveau. Les prévisions donc doivent être ajustées à la production réelle, et les écarts sur les coûts seront toujours calculés au niveau de la production réelle. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple pour illustrer cette différence. Bien, une fois donc que vous avez vérifié ces éléments-là, vous avez pris en considération les trois conventions prescrites par le plan comptable général, eh bien, vous pouvez passer au calcul des écarts sur charge directe. Alors, les écarts sur charge directe donc, se calculent par niveau. Au niveau le plus global, on calcule un écart total, et puis l'écart total par la suite, il est décliné en sous-écarts. Nous verrons, l'écart total, il est décliné en un écart sur volume et un écart économique ou bien écart global, puis l'écart économique lui-même est décliné en deux sous-écarts, à savoir l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Alors, la déclinaison que nous allons retenir ici, c'est la déclinaison retenue par le plan comptable général de 1982. Alors, selon le plan comptable général de 1982, l'écart total est analysé en deux écarts. Premièrement, un écart sur volume, ou bien écart de volume, et un écart relatif à la production constatée,
appelé également l'écart global. C'est la terminologie du plan comptable 1982, ou encore, si vous voulez retenir la terminologie du plan comptable 1957, eh bien c'est un écart économique. Donc l'écart total, il est décliné dans un premier temps en un écart sur volume et un écart sur volume, un écart global, ou bien écart économique, ou bien l'écart relatif à la production constatée. Puis par la suite, nous verrons que c'est l'écart global qui sera décomposé en deux écarts, puisque l'écart sur volume, il est calculé entre deux niveaux de coût préétablis, et donc il ne peut pas traduire une amélioration ou une détérioration des conditions d'exploitation, puisqu'il se limite à vérifier si les prévisions ont été à leur place ou non. Et donc l'écart sur volume ne mesure que l'erreur commise par les prévisionnistes. Cette première analyse donc de l'écart total en écart sur volume et écart lié à la production constatée ou bien écart global nécessite le calcul du coût préétabli de la production réelle. Comme j'ai dit, généralement la production réelle est différente de la production prévue, et donc nous avons besoin d'ajuster les prévisions en fonction de la production réelle, ce qui permet de calculer le coût préétabli de la production réelle, et ce calcul se fait par une adaptation des prévisions à la production de la période, comme nous le verrons à travers un exemple qui viendra par la suite. Donc nous avons, pour une production privée ou bien une production normale, nous avons un coût préétabli de production. Et à la fin de la période, nous avons un coût réel ou bien un coût constaté. Alors le coût réel ou bien le coût constaté, il est calculé pour une production réelle, alors que le coût préétabli, il est calculé pour une production supposée normale. Généralement, la production réelle ne correspond pas à la production normale, et donc il faudrait ajuster. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de calculer un troisième coût, c'est le coût préétabli de la production réelle. Il tient lieu ici ce coût de budget flexible dont nous avons parlé au niveau des charges, des standards des charges indirectes. Alors, nous avons donc, entre le coût réel et le coût préétabli de la production prévue, on calcule l'écart total. Et l'écart total, c'est le coût réel moins le coût préétabli de la production prévue. Entre le coût préétabli de la production réelle et le coût préétabli de la production prévue, on calcule un écart sur volume. Et vous remarquez ici que l'écart sur volume, c'est un coût préétabli moins un coût préétabli. Donc, on n'a pas encore appelé les données réelles. C'est un écart qui permet de savoir dans quelle mesure les prévisions, tout simplement, ont été à leur place. Et puis, entre le coût réel et le coût préétabli de la production réelle, on calcule l'écart global, ou bien l'écart économique, si vous voulez retenir la terminologie du plan, ou bien l'appellation du plan comptable de 1957. Alors, l'écart total, c'est le coût réel moins le coût préétabli de la production prévue. Coût réel moins coût préétabli de la production prévue. L'écart sur volume, c'est le coût préétabli de la production réelle moins le coût préétabli de la production prévue. Et puis l'écart global, ou bien l'écart économique, c'est le coût réel, ou bien le coût constaté, moins le coût préétabli de la production réelle. Vous voyez ici que l'écart global, ici, c'est l'écart qui traduira par la suite les conditions d'exploitation. S'agit-il d'une amélioration ou détérioration? C'est la raison pour laquelle il est calculé pour un même niveau de production. Le coût réel, c'est le coût de la production réellement réalisée, et le coût préétabli de la production réelle, c'est une adaptation des prévisions pour prendre en considération le niveau réel d'activité ou bien de la production. Et donc ici, c'est la production de référence, c'est la production réelle. On ressent ici le respect de la troisième convention du plan comptable général que nous avons cité tout à l'heure. Alors là, si les calculs sont bons, on doit avoir l'écart total est égal à la somme, c'est-à-dire l'écart sur volume plus l'écart global, puisque la déclinaison, bien l'analyse de l'écart total permet de diviser, de scinder l'écart total en deux sous-écarts. Et donc si on rassemble à nouveau les deux sous-écarts, on doit avoir l'écart total. Et donc vous avez donc un moyen pour vérifier si les calculs sont bons. L'écart total doit être l'écart sur volume plus l'écart global. Nous reviendrons sur cela au niveau des exercices d'application qui feront l'objet de la présentation au niveau de ce cours. Et également nous reviendrons sur ces détails au niveau des études de cas qui vous seront soumises au niveau des travaux dirigés. Quel est l'intérêt de l'écart sur volume? Alors, vous vous rappelez,
l'écart sur volume, il est calculé entre deux coûts préétablis. Le coût préétabli de la production réelle et le coût préétabli de la production prévue ou bien normale. Et donc, l'écart sur volume ici mesure l'erreur commise par les prévisionnistes dans l'élaboration des budgets. Et donc, un écart sur volume positif ou négatif ne peut pas être interprété comme étant défavorable ou favorable. Et donc, il ne peut pas être imputé au responsable opérationnel parce que les réalisations ne sont pas intervenues dans le calcul de l'écart sur volume. C'est tout simplement la différence entre deux coûts préétablis calculés pour deux niveaux de production différents. L'écart global, c'est l'écart qui traduit la détérioration ou bien l'amélioration des conditions d'exploitation. C'est la raison pour laquelle l'attention sera prêtée beaucoup plus à l'écart global. Alors l'écart global est décomposé en deux sous-écarts, un écart sur quantité et un écart sur prix. Alors pourquoi cette décomposition? Parce que nous avons dit l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli, et le coût réel, c'est la quantité réellement consommée du facteur, et c'est le facteur, c'est la matière, le composant, la main-d'œuvre, fois le coût unitaire du facteur. Et donc nous avons deux éléments qui interviennent ici, les quantités et les prix. Alors si vous prenez par exemple l'élément de coût, matière première. Alors la matière première, elle est consommée au niveau de l'atelier, c'est-à-dire au niveau du service technique, mais elle est achetée au niveau du service approvisionnement. Et donc, dans l'écart sur matière, on retrouve ici deux responsabilités qui sont en jeu. La responsabilité du service technique, responsable des quantités consommées, et la responsabilité du service approvisionnement, qui assume la responsabilité de négocier les prix et de veiller à ce que les prix ne dépassent pas les normes. Alors, pour décomposer l'écart global, nous allons retenir les notations suivantes. Alors, ces notations, c'est des notations que nous sommes tous appelés à respecter. Alors, on va noter QR, quantité réellement consommée du facteur. Le facteur ici, c'est l'élément de coût, c'est-à-dire la matière première, un composant, une heure de main-d'œuvre, et ainsi de suite. La quantité P, c'est la quantité préétablie. Eh bien, préétablie ici, c'est une consommation standard qu'on a adaptée à la production réelle. C'est quoi la quantité préétablie? Eh bien, c'est la quantité standard que vous avez dans la fiche de coût standard, c'est-à-dire pour une unité du produit, multipliée par la production réelle, et vous aurez la quantité préétablie. C indice R, c'est le coût unitaire réel du facteur. Pour les matières premières, c'est le prix d'achat. Pour la main-d'œuvre, c'est le taux horaire, c'est le prix d'une heure. Et pour les charges indirectes, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Nous reviendrons sur cela au niveau du deuxième paragraphe de la présente section. C indice P, c'est le coût unitaire préétabli, ou bien tout simplement, c'est le coût unitaire standard du facteur. C'est le coût qui figure au niveau de la fiche de coût standard. Et ce coût préétabli, il est lui-même le coût standard. Donc, on ne peut pas faire la différence entre ce qui est préétabli et ce qui est standard au niveau des prix. Par contre, au niveau des quantités, il faut distinguer entre la quantité standard et la quantité préétablie. La quantité standard, c'est pour le budget standard et donc c'est pour la production normale. Mais la quantité préétablie, c'est des prévisions de consommation pour la production réelle. Alors, l'écart global sera donc calculé comme étant le coût réel moins le coût préétabli. C'est quoi le coût réel? On retourne en utilisant les notations que nous avons définies tout à l'heure. Donc, le coût réel, c'est la quantité réellement consommée du facteur fois le coût de chaque unité, moins le coût préétabli. Le coût préétabli, c'est la quantité préétablie, ce qu'on devait consommer pour la production réelle, fois le coût unitaire standard ou bien le coût unitaire préétabli. Alors, l'écart global donc, sera décomposé de cette façon. Il y a toute une démarche mathématique sur laquelle je ne vais pas m'attarder ici parce que nous n'avons tout simplement pas besoin de cela. L'essentiel, c'est de retenir donc, les écarts et de les appliquer. Donc, l'écart sur quantité, c'est la variation de la quantité valorisée au coût préétabli. Et l'écart sur coût, c'est la variation du coût calculée au niveau de la quantité réelle. Et nous retenons ici également les deux conventions du plan comptable, c'est-à-dire la valorisation de la variation des quantités au coût préétabli ou bien au coût standard, et le calcul de la variation du coût pour les quantités réelles ici. Alors l'écart sur quantité donc sera défini comme étant la variation de la quantité fois le coût unitaire préétabli. La variation de la quantité, c'est la quantité réellement
constaté moins la quantité préétablie. Et la variation du coût, c'est le coût unitaire réel moins le coût unitaire préétabli. Et donc on aura l'écart sur quantité, c'est la quantité réellement consommée du facteur moins la quantité préétablie fois le coût unitaire préétabli ou bien standard du facteur. Pour l'écart sur coût, c'est le coût unitaire réel du facteur. Pour la matière première, c'est le prix qu'on a supporté en achetant, c'est le prix d'achat réel de la matière. Le coût préétabli, c'est le prix d'achat prévu. Et la quantité réelle, c'est la quantité réellement consommée de la matière première. Alors donc, l'écart total, je résume la déclinaison. Il est décomposé en un écart sur volume et en un écart économique. L'écart sur volume, je rappelle, permet l'analyse de l'erreur des prévisionnistes et l'écart économique permet d'analyser les conditions d'exploitation relatives à la production réelle. Donc, il n'y a amélioration ou détérioration que par rapport aux signes négatifs ou positifs de l'écart économique. Dans un deuxième temps, l'écart économique est décliné en un écart sur quantité et un écart sur prix. Cette déclinaison de l'écart économique n'est pas un jeu de calcul comptable, mais l'objectif c'est de localiser la responsabilité. Nous avons dit que dans le coût interviennent deux paramètres, les quantités et les prix. Les quantités sont contrôlées par ceux qui consomment au niveau de l'atelier et les prix sont contrôlés par ceux qui achètent, c'est-à-dire le service approvisionnement. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait logique de localiser les responsabilités pour savoir quelle est la part de l'écart imputable au service technique, c'est l'écart sur quantité, et quelle est la part imputable au service approvisionnement, c'est l'écart sur prix ou bien l'écart sur coût. Donc vous avez ici la cartographie du calcul des écarts pour les charges directes. Je reprends l'écart total conformément à la logique du plan comptable 982 et l'écart total est décliné en un écart sur volume et un écart économique. L'écart sur économique est décliné par la suite en un écart sur quantité et un écart sur prix. Alors pour illustrer ce que nous venons de présenter ici, je vous présente une application. C'est des données à la fois prévisionnelles et réelles. Et à partir de cela, nous allons essayer un peu d'appliquer les principes que nous venons de présenter tout à l'heure. Alors, une entreprise fabrique un produit P à partir d'une matière M. Alors, l'élément ici, objet du contrôle, c'est la matière première. Sinon, on peut prendre la main-d'œuvre, on peut prendre les composants et ainsi de suite. Alors, nous avons pour une production normale de 21 600, c'est la production prévue. Pour 21 600 articles, nous avons prévu de consommer 10 800 kg. 10 800 kg de matière M à 12,60 dirhams le kilo. Alors si nous voulons remplacer ces données par les notations que nous avons retenues, 10 800 sera ici la quantité standard consommée pour la production normale. Et 12,60 c'est le prix unitaire standard, lui-même c'est le prix unitaire préétabli. Alors, les données du mois ou bien les données réelles, ce qu'on avait constaté, c'est que pendant le mois, objet de contrôle ici, on n'a pas fabriqué les 21 600 prévus, mais on a fabriqué uniquement 21 000 articles. Donc déjà, vous constatez que la production normale n'est pas elle-même la production réelle, et donc là, conformément aux prescriptions du plan comptable général de 1982, il faudrait passer par le calcul du coût préétabli de la production réelle, ce que nous appelons tout court le budget flexible. Alors pour la production de 21 000 articles, on a réellement consommé 10 700 kg et ces 10 700 kg sont payés à 12,04 dirhams le kilo. Donc la quantité réelle est différente de la quantité prévue et le prix réel est différent du prix prévu. Alors pour calculer selon la logique et la déclinaison que nous avons présentée tout à l'heure, les différents écarts, il faut tout d'abord régler le problème de la production réelle qui est différente de la production normale. Et donc, il faudrait mobiliser les trois types de coûts, le coût réel, le coût préétabli de la production prévue et le coût préétabli de la production réelle. Alors, la question qui est demandée ici, le travail qui est demandé plutôt, bien la question que l'on se pose, c'est de calculer et d'analyser par la suite l'écart total sur matière, comme nous l'avons présenté tout à l'heure.
Alors il y a un certain nombre de calculs préalables au calcul des écarts. Alors nous avons, si on applique les notations que nous avons définies il y a quelques instants, le coût réel qui correspond à la production réelle de 21 000 articles, c'est la quantité réellement consommée de la matière fois le coût unitaire réel. C'est quoi la quantité réelle ici? Ce n'est pas la quantité réellement produite, non, c'est la quantité réellement consommée de la matière. À ne pas confondre entre la quantité réellement consommée et la quantité produite, c'est la production. Donc nous avons consommé réellement 10 700 kg à 12,04 le kilo, soit un budget réel, soit un coût réel ou bien un budget réel pour la matière première de 128 828. Le coût préétabli de la production prévue. Le coût préétabli de la production prévue. C'est la quantité prévue qui multiplie le coût unitaire préétabli, c'est-à-dire 10 800 fois 12,60, et bien 136 080. 136 080. Alors là, si on compare le coût réel au coût préétabli de la production prévue, on ne peut pas tirer beaucoup de choses en termes d'interprétation et d'analyse. Pourquoi? Parce que le coût réel, il est calculé pour une production de 21 000 articles, alors que le coût préétabli de la production prévue est calculé pour une production de 21 600, et on ne peut pas responsabiliser quelqu'un sur la base des éléments qui échappent à son contrôle. Vous savez que lorsque le volume de production baisse, eh bien, il y a des charges fixes qui vont augmenter en termes unitaires, et lorsque le volume de production augmente, c'est l'inverse, il y aurait amortissement des frais fixes en termes unitaires. Et donc, pour échapper à ce problème d'imputation des charges fixes, eh bien, nous allons calculer le coût préétabli au niveau de la production réelle et non pas au niveau de la production prévue. Alors, on va calculer le coût préétabli de la production réelle. C'est quoi ce coût préétabli de la production réelle? Eh bien, c'est la quantité préétablie fois le coût unitaire préétabli. Le coût unitaire préétabli, c'est lui-même 12,6. C'est le coût standard. Mais c'est quoi la quantité préétablie? Alors là, pour obtenir la quantité préétablie, il faudrait calculer la consommation normale de la matière première par unité produite. Par unité produite. Donc la quantité préétablie sera la consommation standard par produit multiplié par la production réelle. Une fois on obtient le standard technique de la matière première, c'est-à-dire la quantité que l'on doit consommer pour une unité de produit, eh bien on la multiplie par la production réelle et on obtient la quantité préétablie de la matière première, c'est-à-dire ce qu'on devait consommer, non pas pour une production de 21 600, mais pour une production de 21 000 articles. Alors comment on obtient cette quantité standard? Eh bien tout simplement on divise la consommation pour les 21 600, c'est-à-dire 10 800 kg, on va la diviser par la production prévue 21 600 et on aura donc 0,5. 10 800 divisé par 21 600, c'est 0,5. Et 0,5 ici, c'est la quantité standard par unité du produit. Eh bien, on la multiplie par 21 000, c'est-à-dire la production réelle, et on aura 10 500. Alors, nous avons donc trois quantités. La quantité réelle, c'est 10 700 pour la matière première. La quantité standard, c'est 10 800. Et la quantité préétablie, c'est 10 500. C'est-à-dire, si tout va bien, c'est-à-dire si le rendement de la matière première est respecté, on devait consommer pour 21 600, 10 800 et pour 21 000, 10 500. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on calcule la quantité préétablie. C'est donc la formule, c'est la consommation standard par unité du produit qui multiplie la production réelle. Alors, le coût préétabli pour la production réelle sera donc la quantité préétablie 10 500 kg qui multiplie le prix unitaire préétabli, c'est-à-dire 12,60. Eh bien, on aura 132 300. Alors, nous avons ici trois types de coûts. Le coût réel, 128 828. Le coût préétabli de la production prévue, 136 080. Et le coût préétabli de la production réelle, c'est 132 300. Alors, avec cela, on peut calculer les écarts. Alors, l'écart total, je vous rappelle la formule, c'est le coût réel moins le coût préétabli de la production prévue. Le coût réel, c'est 128 828 moins 136 080, le coût préétabli de la production prévue. Eh bien, on aura un écart de moins 7 252.
c'est un écart que nous avons qualifié ici favorable en raison du signe, puisque le signe moins s'interprète comme étant le coût réel est inférieur au coût préétabli. Nous l'avons remarqué ici, 128 828 est bien inférieur à 136 080, et donc c'est un écart favorable. Alors cet écart total peut être décomposé dans un premier temps. On a un écart sur volume et écart économique ou bien écart global. C'est quoi l'écart sur volume? Eh bien, c'est le coût préétabli adapté à la production réelle moins le coût préétabli de la production prévue. Et on aura, en retenant les calculs préalables, en utilisant plutôt les calculs préalablement faits, donc 132 300 moins 136 080, et bien ça donne un écart négatif de moins 3 780, et donc c'est un écart favorable. Nous avons ici un écart favorable au niveau des prévisions. Au niveau des prévisions, alors là, le coût préétabli adapté à la production réelle et le coût préétabli de la consommation prévue. Donc là, l'écart sur volume traduit un écart favorable au niveau des prévisions. Alors là, ce signe négatif ne traduit ni détérioration ni amélioration des conditions d'exploitation. Tout simplement, il traduit qu'on avait commis des erreurs au niveau de la prévision. Il fallait faire les prévisions pour 21 000 articles et non pas pour 21 600 comme on l'avait fait. Alors comment s'interprète alors cet écart favorable? Eh bien tout simplement, le coût d'une production inférieure doit être inférieur au coût d'une production supérieure. Donc le coût de la production, le coût préétabli de 21 600, c'est 136 080, et le coût préétabli d'une production inférieure à 21 000, c'est 128 828, c'est normal. Moins on produit, moins on consomme les ressources. Et si la production réelle est supérieure à la production prévue, on aurait obtenu un écart sur volume défavorable, c'est-à-dire positif, parce que c'est normal, plus on prévoit de produire, plus on produit, plus on doit consommer, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en respectant le même rendement. L'écart global se calcule par la différence entre le coût réel et le coût préétabli. Alors le coût réel, c'est le coût réellement supporté, eh bien c'est 128 828, et le coût préétabli de la production réelle, c'est 132 300, ce qui donne un écart global, ou bien écart économique favorable de 3 472. C'est une diminution du coût pour la matière première. En effet, pour une même production de 21 000 articles, on avait prévu de dépenser ou bien de supporter ou de consommer 132 300 dirhams, mais dans la réalité, on n'a consommé que 128 828. Et bien donc, c'est une amélioration du coût. L'entreprise a fait une économie de combien? De 3 472 dirhams. C'est un écart favorable. Alors, dans un deuxième temps, nous allons décomposer l'écart global. Alors là, comme je viens de dire tout à l'heure, si les calculs sont à leur place, eh bien, on doit avoir, en vérifiant, l'écart total serait l'écart sur volume plus l'écart global. L'écart total obtenu ici, c'est moins 7252. Eh bien, c'est la somme de l'écart sur volume, c'est-à-dire moins 3780, et de l'écart global, bien l'écart économique, moins 3472. Donc ici, les calculs sont justes. Et on a obtenu par vérification par la suite que l'écart total, c'est la somme de l'écart sur volume et de l'écart global. Alors l'écart économique sera par la suite décomposé à son tour en un écart sur quantité et un écart sur prix. Pourquoi cette déclinaison de l'écart économique? Parce que, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, dans le coût, il intervient à la fois la quantité consommée et le prix supporté. Alors la quantité consommée relève de la responsabilité du service technique, c'est-à-dire l'usine, c'est à ce niveau-là que l'on consomme la matière, mais le prix, il est contrôlé par le service approvisionnement, et donc c'est de la responsabilité du service achat. Et donc pour ne pas mélanger les responsabilités au niveau de l'écart global, nous avons l'habitude, et c'est très pertinent, de décliner l'écart global en un écart sur quantité et l'écart sur prix. L'écart sur quantité, il relève de la responsabilité du service technique, et l'écart sur prix relève de la responsabilité du service
approvisionnement ou bien achat. Alors l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie qui multiplie le coût unitaire préétabli. C'est-à-dire la variation de la quantité valorisée au coût préétabli ou bien au coût standard. Alors selon les données que nous avons dans notre cas ici, la quantité réellement consommée de la matière c'est 10 700 et la quantité préétablie, c'est-à-dire celle que nous devons consommer pour un même niveau de production, c'est-à-dire 21 000, c'est 10 500 kg. Alors 10 700 moins 10 500, ça nous donne déjà combien? 200 kg de 200 kg de plus. 200 kg de plus. C'est-à-dire, si tout va bien, l'entreprise ne devait consommer que 10 500 kg. Mais dans la réalité, elle a consommé 10 700, c'est-à-dire elle a consommé 200 kg de plus. Chaque kilogramme, il est valorisé au coût de 12,60, ce qui donne donc un écart défavorable de 2520. Alors là, je ne sais pas, peut-être que se poser la question pourquoi c'est le coût préétabli non pas le coût réel, eh bien la réponse est tout de suite peut être la suivante. Dans le coût préétabli non pas le coût réel, pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule l'écart sur quantité, on suppose que au niveau du service approvisionnement tout va bien, pour ne pas transférer la mauvaise performance d'un centre vers un autre ou la bonne performance d'un centre vers un autre. Et donc, on va supposer qu'au niveau du service approvisionnement, tout va bien. Si tout va bien, c'est-à-dire qu'on a respecté le prix préétabli, le prix d'achat, on a acheté au prix prévu ou bien au prix normal, et donc l'écart sur prix est égal à 0. Si l'écart sur prix est égal à 0, c'est-à-dire que le coût réel est égal au coût préétabli, donc mettre ici le coût réel et le coût préétabli, c'est la même chose. Ici, ils sont différents, c'est-à-dire que le coût réel est différent du coût préétabli. Eh bien, on va mettre ici le coût préétabli parce que le transfert, normalement, le transfert des matières premières du service approvisionnement vers le service technique doit se faire sur la base des prix inscrits au niveau du budget et non pas au niveau des réalisations. Et donc, la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le coût unitaire préétabli. J'attire votre attention sur le fait que c'est un coût préétabli qui valorise la variation des quantités et non pas le coût réel. Pour la matière première ici, c'est le prix d'achat prévu, 12,60, d'où un écart sur quantité défavorable de 2520. Si l'on calcule l'écart sur coût ou bien l'écart sur prix, eh bien on aura le coût unitaire réel moins le coût unitaire préétabli, c'est-à-dire la variation du coût, qui multiplie la quantité réellement consommée. Quel a été le coût unitaire réel de la matière? Eh bien 12,04 dirhams. Et le prix prévu, ou bien préétabli, ou bien standard, c'est 12,60. Donc là, on remarque que le prix réellement payé pour la matière première est inférieur au prix que l'on devait payer pour la matière, 12,04 au lieu de 12,60, ce qui fait que l'écart est un écart favorable. On dirait que le service approvisionnement a bien négocié le prix auprès des fournisseurs. Au lieu de payer un prix habituel de 12,60, on a payé un prix de 12,04. C'est une bonne performance que l'on doit reconnaître au service approvisionnement. Donc, vous avez remarqué que l'écart global, je vous rappelle, l'écart global, il est favorable, mais il est favorable uniquement au niveau du prix, mais au niveau des quantités, il est défavorable. Mais lorsque on mélange les deux, puisque l'écart sur quantité et l'écart sur coût ou bien sur prix font les deux, à la fois l'écart est global, donc on remarque que l'écart défavorable sur quantité, il est bien absorbé par l'écart sur coût, et donc l'écart global, il est favorable. Sinon, la décomposition nous permet de situer là où il y a un dépassement de coût, c'est au niveau du service technique, et là où il y a économie du coût, c'est au niveau du service approvisionnement. Alors là, le calcul des écarts, est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est l'objectif du contrôle? Bien sûr que non. Le calcul de l'écart, c'est un passage obligé, mais après, il faudrait analyser. Parce que c'est quoi analyser? Analyser un écart, c'est rechercher les causes d'un dépassement de coût, rechercher les origines, les sources. Alors, si on se situe au niveau de l'atelier, nous avons une quantité réelle de 10 700 qui dépasse la quantité
préétabli de 200 kg. On a le droit de se poser la question, où sont passés les 200 kg? Pourquoi on devait consommer 10 500 et dans la réalité on a consommé 10 500? Alors là, on n'est pas dans l'atelier, on est en train de faire des scénarios. Il y a plusieurs scénarios à établir ici, donc plusieurs hypothèses. Donc la matière première qu'on avait donc utilisée cette fois-ci est une matière de mauvaise qualité. Oui, c'est une hypothèse. Si la matière première n'est pas de bonne qualité, au lieu de consommer 10 500, on a consommé 10 700 et les 200 kg. De plus, on doit les trouver au niveau des déchets ou bien au niveau des produits qui contiennent des défauts, c'est-à-dire les rebuts. Deuxième hypothèse, c'est le problème des machines. Si la matière première n'est pas défectueuse, n'est pas de mauvaise qualité, eh bien c'est les machines qui posent problème. Et vous savez que lorsqu'on utilise un engin, une machine, un matériel de production qui se dérègle souvent, bien qui n'est pas fiable, eh bien on aura beaucoup de chutes au niveau des matières, etc. Troisième hypothèse à ne pas exclure, pour expliquer cette mauvaise performance du service technique pour les matières premières ici, eh bien c'est le personnel de production, le personnel utilisé peut être également à l'origine de ce dépassement de consommation en termes de kilogrammes de matière. Si la main-d'œuvre n'est pas bien qualifiée, ou bien il n'est pas bien motivé, ou bien il n'est pas bien impliqué, alors là, il va finir par consommer plus. Et donc, nous avons ici 3 causes éventuelles. Je rappelle, c'est la qualité de la matière première qui n'est pas bonne cette fois-ci, c'est les machines qui se dérèglent facilement, et c'est la main-d'œuvre qui n'est pas, je dirais, efficace, et qui donc conduit à des gâchis, et donc à une consommation plus supérieure que ce qui est normalement prévu. Et chaque cas est un cas, on ne peut pas trancher, mais tout simplement, on est en train d'émettre un certain nombre d'hypothèses. Alors là, la dernière étape au niveau du contrôle, c'est la mise en place des mesures correctives. Eh bien, si la matière première n'est pas de bonne qualité, eh bien, il faudrait revoir le service contrôle des réceptions au niveau du service approvisionnement. Là encore, c'est le service approvisionnement qui doit assurer une part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peut-être suffisamment contrôlé les réceptions, et peut-être qu'on aurait appelé à revoir, je dirais, toute la politique d'approvisionnement, quitte à rechercher de nouveaux fournisseurs permettant donc d'avoir des matières premières de bonne qualité. Si les machines ne sont pas suffisamment réglées et entretenues, eh bien on doit accélérer, d'accord, l'entretien des machines, sinon on doit changer le parc machine carrément pour réduire ces dépassements de consommation. Et si la main-d'œuvre n'est pas bien suffisamment qualifiée, on peut programmer des programmes de formation au profit de la main-d'œuvre pour la perfectionner, pour améliorer son rendement. Donc on ne peut pas, je dirais, dire que c'est la cause la plus probable, non. Chaque cas est un cas. Une fois on serait au niveau de l'atelier, eh bien on peut retenir une cause, 2 ou les 3 à la fois. Dans certains cas, les 3 causes peuvent contribuer à cet écart sur quantité, c'est-à-dire que la qualité n'est pas bonne pour la matière, les machines ne sont pas fiables et la main-d'œuvre n'est pas suffisamment qualifiée. Au niveau de l'écart sur coût, ici c'est un écart favorable. Donc là encore, la première impression, c'est que on ne peut que féliciter le service approvisionnement qui a négocié les prix, si vraiment il a négocié les prix. Sinon, la baisse du prix peut être, je dirais, due à l'évolution de la conjoncture. On avait l'habitude d'acheter à 2,60. Maintenant, les prix sur le marché ont baissé et on a profité de cette baisse, tout comme les autres entreprises qui achètent. Et donc, on a payé 12,04 au lieu de 12,60. Voilà donc les interprétations que l'on peut formuler à l'égard de ces écarts. Donc, j'attire votre attention sur le fait que nous avons ici retenu la déclinaison, la démarche retenue par le plan comptable général de 1982. Ce que nous avons fait pour la matière première, c'est ce que nous devons faire pour la main-d'œuvre, pour tous les éléments de charge directe, les composants s'il existe,
Une deuxième matière, s'il existe, la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Et nous avons retenu la déclinaison suivante. L'écart total, il est décomposé en un écart sur volume et un écart économique. Et l'écart économique est par la suite décomposé en un écart sur quantité et un écart sur prix. L'objectif, c'est de localiser les responsabilités et de répartir l'écart global entre le service technique, c'est-à-dire l'écart sur quantité, et le service approvisionnement, c'est-à-dire l'écart sur prix ou bien l'écart sur coût. Alors là encore, on peut vérifier. L'économique, c'est bien évidemment l'écart sur quantité plus l'écart sur coût. C'est bien sûr, les calculs sont bien justes. Eh bien, on doit avoir l'écart sur quantité plus l'écart sur coût. C'est lui-même l'écart global. Sur cela donc, je vous remercie. Nous avons encore au niveau de ce chapitre les écarts sur charge indirecte que nous verrons dans la séance prochaine. Je vous remercie pour votre attention.